Bonjour à tous et bienvenue dans cette première chouette règle consacrée à Keyforge. Keyforge est un jeu de cartes créé par Richard Garfield, créateur du célèbre jeu de cartes Magic, pour 2 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 30 à 45 minutes. Dans Keyforge, chaque joueur incarne un archonte et dispose d'un deck qui représente son équipe. Dans un deck, on trouve 36 cartes à jouer réparties sur 3 maisons avec 12 cartes chacune, plus une carte qui liste le contenu du deck qu'on appelle la carte d'archonte. Le but de la partie est de collecter de l'ambre avec laquelle vous allez forger des clés. Le premier joueur qui forge sa troisième clé remporte la partie. Alors faisons un tour rapide des maisons. Brobnar, de grosses créatures qui tapent fort. 10, des créatures démoniaques. Indompté, des animaux et de la nature. Logos, des robots et ingénieurs savants. Mars, des martiens tout simplement mais avec beaucoup de synergie entre eux. Ombre, des voleurs et des filous. Et enfin Sanctum, des chevaliers protecteurs et soigneurs. Voyons à présent deux concepts fondamentaux dans Keyforge. Vous le verrez rapidement dans ce jeu, il y a beaucoup de combos possibles, et parfois certains effets vont à l'encontre des règles standards. D'où la règle d'or, le texte d'une carte prévaut toujours sur les règles. Ensuite, toujours parce que ce jeu contient une grande quantité d'interactions possibles, il y a la règle de 6. Un effet, une carte ou sa copie ne peuvent pas être utilisés plus de 6 fois pendant un tour, et ça c'est pour éviter des boucles potentiellement infinies. Enfin, un concept que vous connaissez peut-être déjà, c'est la notion de redresser incliné. Une carte est dite redressée lorsqu'elle est dans son sens de lecture, et il faut l'incliner pour l'utiliser. Ce qui nous amène à la carte inclinée, qui est tournée d'un quart de tour sur la droite, et signifie qu'elle ne peut pas ou plus être utilisée, à moins de la redresser. Toutes les créatures et les artefacts entrent en jeu inclinés, ce qui signifie que vous ne pouvez pas vous en servir le tour où elles arrivent en jeu. Voyons maintenant la mise en place d'une partie de Keyforge. L'aire de jeu est divisée en 2 zones, une par joueur qui se mettent face à face. On va disposer la réserve générale d'ambre et les pions dégâts accessibles pour les 2 joueurs. Chacun va poser ses 3 clés, face non forgée. La carte d'archonte sur laquelle chaque joueur va déposer son stock d'ambre. Et une zone sur laquelle on va mettre son deck, sa défausse et ses archives. Au milieu, il y a ce qui s'appelle la ligne de front, sur laquelle on va venir jouer ses créatures. Et en arrière, la zone où l'on va mettre ses artefacts. Voilà, on a fait la mise en place et on va pouvoir démarrer la partie. On va déterminer un premier joueur qui va piocher 7 cartes. Le deuxième joueur va en piocher 6. Si toutefois les cartes qu'ils viennent de piocher ne leur conviennent pas, chaque joueur peut faire ce qu'on appelle un mulligan, c'est-à-dire qu'il va remélanger à son deck les cartes qu'il vient de piocher et piocher une nouvelle main avec une carte en moins. 6 pour le premier joueur, 5 pour le deuxième. Enfin, on notera la règle que moi j'appelle la règle des 3-1. Au premier tour, le premier joueur ne peut jouer qu'une seule carte. Les joueurs vont jouer à tour de rôle selon l'ordre du tour suivant. Forger une clé si c'est possible, choisir sa maison active et récupérer éventuellement ses archives, jouer, utiliser ou défausser les cartes de la maison active, redresser ses cartes et enfin compléter sa main. Ces étapes se font obligatoirement dans cet ordre. Lors du tour d'un joueur, son adversaire n'a rien à faire à part réfléchir à son prochain tour, car un joueur n'a pas la possibilité d'interagir pendant le tour de son adversaire. Voyons maintenant ces étapes en détail. Comme je l'ai expliqué au début, pour gagner une partie de Keyforge, il faut avoir forgé 3 clés. Pour forger une clé, il faut avoir collecté de l'ambre, qui est la seule ressource du jeu, et le coût standard pour forger une clé est de 6 ambres. Cela veut dire que si au début de son tour un joueur possède au moins 6 ambres, il doit forger une clé. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Il rend donc 6 ambres à la réserve générale et retourne une clé sur sa face forgée. Bon, ça, c'est la règle de base, mais évidemment, vous allez vite voir que ce n'est pas toujours aussi simple. Il y a des effets de jeu qui vont faire varier le coût standard d'une clé ou qui vont tout simplement interdire à un joueur de forger une clé lors de cette étape, mais on y reviendra un peu plus tard. Gardez simplement à l'esprit que le coût standard est de 6 ambres et que, s'il le peut, un joueur est obligé de forger sa clé. Deuxième étape, choisir sa maison et éventuellement récupérer son archive. Comme expliqué précédemment, votre deck est composé de 3 maisons. Dans cet exemple, nous avons les maisons Brobnar, Logos et Ombre. Contrairement à d'autres jeux où vous devez dépenser de la mana ou des ressources pour pouvoir jouer des cartes, ici vous allez choisir une des maisons de votre deck et pendant le tour, vous allez pouvoir jouer, utiliser ou défausser
toutes les cartes de la maison que vous avez choisies, tout simplement. Mais ce qui veut dire que vous avez interdiction de jouer, utiliser ou défausser une carte d'une autre maison que la maison choisie. Vous avez donc intérêt à bien choisir votre maison pour le tour. Pour la récupération des archives, j'y reviendrai un peu plus tard lorsque nous aurons vu quelques exemples, mais c'est lors de cette étape que ça se passe. Troisième étape, jouer, utiliser ou défausser les cartes de la maison active. C'est cette étape qui est la plus importante dans Keyforge, c'est le cœur du jeu. Et j'en profite pour vous décrire les cartes que vous allez rencontrer dans Keyforge. Pour chaque maison, il y a 4 types de cartes. Les créatures, les actions, les améliorations, les artefacts. Le type de carte est inscrit ici. Il faut juste avoir de bons yeux. Voyons en détail ce que jouer, utiliser ou défausser veut dire pour chacune d'entre elles. Pour jouer une carte, il y a 3 étapes. Mettre en jeu la carte en la posant sur la table. Ici, je décide de jouer une carte action de la maison indomptée qui s'appelle Toile de vie. Ensuite, je prends les ambres bonus s'il y en a. C'est le petit symbole en haut à gauche de la carte. Dans l'exemple, il y a une ambre que je prends de la réserve générale pour la mettre sur ma carte d'archonte. Enfin, j'applique l'effet jouer s'il y en a un sur la carte. Ici, si mon adversaire avait joué au moins 3 créatures lors de son tour, je pourrais lui voler 2 ambres s'il en a, que je prendrai alors de sa carte d'archonte pour les mettre sur la mienne. On vient de voir les étapes identiques à toutes les cartes pour les jouer. Maintenant, on va voir les quelques variations selon le type de carte. Pour les créatures, j'ouvre une parenthèse sur le contenu des cartes. En plus des autres informations que l'on a déjà vues sur les cartes, il y a 2 valeurs. La puissance, qui représente la force et les points de vie de la créature, et le bouclier, qui représente la défense de la créature. On verra comment ça marche lorsque je vous parlerai des combats. Par ailleurs, je vous rappelle qu'une créature arrive en jeu inclinée. Comme on l'a vu, les créatures vont être jouées sur la ligne de front. Cette ligne n'a pas de limite gauche-droite et on peut mettre autant de créatures que l'on veut. Je joue un lutin poussière que je décide de placer à droite de la créature précédente. Elle arrive inclinée. Comme il y a un bonus d'ambre sur la carte, je récupère 2 ambres de la réserve générale. Ensuite, je décide de jouer la sorcière de l'œil et là, 2 possibilités s'offrent à moi. Soit je la place sur le flanc gauche, soit je la place sur le flanc droit, mais je n'ai pas le droit de venir l'intercaler entre 2 autres cartes. Les créatures ne peuvent arriver que par un flanc. Je décide donc de la mettre sur le flanc gauche, incliné. Si une créature vient à quitter la table, soit parce qu'elle est détruite, défaussée, ou qu'elle doit revenir dans la main de son propriétaire, alors on comble immédiatement l'espace. Les créatures sont toujours côte à côte. À présent, comment on joue les actions? Pour jouer des actions, c'est ce qu'il y a de plus simple, on pose la carte sur la table et on applique immédiatement l'effet qui est indiqué dessus. Sauf indication contraire, une fois l'effet appliqué, la carte est mise à la défausse. Voyons maintenant pour les améliorations, vous constatez que le design de la carte n'est pas tout à fait pareil que les autres, car le texte est au-dessus et l'illustration en dessous. La raison à cela est que les cartes améliorations viennent se mettre à l'arrière d'une créature déjà en jeu, afin de lui attribuer de nouveaux pouvoirs. Dans l'exemple, je viens jouer l'amélioration Protéger les faibles sur le lutin poussière déjà en jeu. Je place donc l'amélioration derrière la créature et je laisse dépasser le texte au-dessus. Et j'en profite pour récupérer l'ambre bonus. Précision importante, je peux jouer une amélioration sur une créature qui n'est pas de la même maison. Ici, j'ai apposé une amélioration Sanctum sur une créature indomptée. Ce n'est pas interdit. En revanche, la créature reste une créature de la maison indomptée. Ce qui veut dire que je ne pourrai pas l'utiliser si je choisis la maison Sanctum comme maison active lors d'un prochain tour. Je ne peux pas activer les améliorations. C'est bien la créature que je vais activer, même si elle a une amélioration d'une autre maison. Enfin, si la créature qui dispose d'une amélioration devait quitter le jeu, l'amélioration qui lui est attachée part immédiatement à la défausse. Enfin, voyons les artefacts. Ils sont posés sur la table, en arrière de la ligne de front, et ils restent d'un tour à l'autre. Certains ont des effets passifs permanents, d'autres ont des effets qui devront être activés. Pour rappel, ils arrivent en jeu inclinés. Nous avons vu comment jouer des cartes, voyons à présent comment utiliser les créatures en combat. Pour cela, il y a les 2 valeurs dont je vous ai parlé précédemment que vous devez absolument connaître et comprendre. La puissance, qui représente à la fois la force et les points de vie d'une créature. Pendant les combats, les créatures vont s'échanger des dégâts mutuels. Et après chaque combat, on va vérifier si les dégâts qu'a subi une créature sont supérieurs ou égaux à sa puissance. Si c'est le cas, la créature est immédiatement détruite. Pour éviter les dégâts, certaines créatures vont avoir une valeur de bouclier,
qui va absorber tout ou partie des dégâts infligés par son adversaire. Cette valeur de bouclier n'est valable qu'une fois par tour et se restaure en fin de tour. Bien, on a vu l'essentiel pour comprendre les combats, faisons maintenant une mise en situation. Je joue Logos, Indompté et Ombre. Mon adversaire joue 10, Brobnar et Sanctum. Afin de faciliter la lecture des cartes de l'adversaire, on va, pour l'exemple, les mettre dans le même sens de lecture que nous. Pour ce tour, j'ai décidé de jouer la maison Ombre. J'attaque le chevalier en maraude avec l'anguille, donc j'incline la créature. Elle a 5 de puissance, donc j'inflige 5 dégâts au chevalier en maraude. Celui-ci ayant un bouclier qui en absorbe 2, il encaisse donc 3 dégâts. Dans le même temps, le chevalier en maraude inflige 4 dégâts à l'anguille, qui n'a pas de bouclier pour absorber. On vérifie si une créature a autant ou plus de dégâts que sa puissance. Ça n'est pas le cas, donc personne n'est détruit. L'anguille dispose de l'effet combat voler une ambre. Cet effet va s'appliquer après l'échange de dégâts et uniquement si l'attaquant survit. D'ailleurs, seul l'effet combat de l'attaquant est appliqué. Si la créature en défense a aussi un effet combat, il est ignoré. Comme l'anguille a survécu, on applique l'effet combat et je vole une ambre à mon adversaire. Vous pourrez être amené à rencontrer un effet de combat presque similaire qui est l'effet avant combat. Cet effet s'applique avant l'échange de dégâts, donc peu importe si l'attaquant survit. Et il marche également que pour l'attaquant, pas pour le défenseur. Enfin, j'utilise Umbra pour attaquer le farfadet poussière. J'incline la créature, Umbra a 2 de puissance, donc j'inflige 2 dégâts au farfadet. En retour, le farfadet a 2 de puissance, il devrait donc m'infliger 2 dégâts, mais Umbra dispose de la capacité escarmouche, qui dit quand vous utilisez cette créature pour combattre, elle ne subit pas de dégâts en retour. C'est très clair, Umbra ne subit donc aucun dégât. On compare à nouveau si des créatures ont autant ou plus de dégâts que leur puissance, et oui, le farfadet poussière a 2 dégâts pour une puissance de 2, il est donc détruit. Ce qui nous amène à un autre effet, dont dispose le farfadet, qui dit détruit, gagner 2 ombres. Cet effet s'applique immédiatement au moment de la destruction de la créature, donc mon adversaire gagne 2 ombres de la réserve générale, et sa créature part à la défausse. On revient à Umbra, elle est toujours en vie, elle a un effet combat voler une ambre, donc je vole une ambre à mon adversaire. Enfin, il me reste une créature à utiliser. Je pourrais attaquer le chevalier en maraude, mais il me tuerait, donc ça ne m'intéresse pas. Et le Kossar, il a une capacité insaisissable, qui le rend invulnérable à la première attaque du tour. Ça veut dire que pour lui faire des dégâts, il faudrait que je puisse l'attaquer 2 fois, ce que je ne peux pas faire dans la situation actuelle, donc tant pis, je vais pouvoir moissonner avec Filou, et c'est une des situations que nous allons voir juste après. La deuxième utilisation que l'on peut faire avec nos créatures, c'est la moisson. C'est même un peu là le cœur du jeu, puisque je vous rappelle que le but est de collecter de l'ambre pour forger des clés, pas d'annihiler votre adversaire, même si au passage ça peut faire plaisir. Dans cet exemple, je joue la maison Logos. Donc pour moissonner avec une créature, rien de compliqué, j'annonce que je moissonne avec, et j'incline la créature. Chaque créature qui moissonne collecte une ambre par défaut. Je moissonne avec le docteur Escotera, je l'incline, et je récupère une ambre de la réserve générale. Ensuite, je moissonne avec le Doc Livreton, je l'incline, je récupère mon ambre, et en plus elle dispose de l'effet moisson, piocher une carte. Cet effet s'applique immédiatement après avoir récupéré l'ambre. Je pioche donc une carte de mon deck. Comme j'ai joué Logos, je ne peux pas utiliser Filou car c'est une créature de la maison Ombre, mais je m'en servirai au prochain tour pour son action, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Une troisième et dernière manière d'utiliser ces créatures dans Keyforge, c'est pour l'effet action. Dans notre exemple, je décide de jouer la maison Ombre, et je vais incliner Filou pour utiliser son action voler une ambre. Je vais donc prendre une ambre à mon adversaire et la mettre dans ma réserve personnelle. Voilà, dans les grandes lignes, c'est tout ce qu'on peut faire avec nos créatures. Il y a d'autres effets dont je vous parlerai un peu plus loin, mais on a vu l'essentiel. Voyons maintenant de plus près les artefacts. Pour les artefacts, on va en distinguer 2 types, ceux qui ont un effet passif et ceux qui ont un effet action ou omni. Ceux qui ont un effet passif, c'est-à-dire que tant qu'ils sont en jeu, leur simple présence suffit à appliquer l'effet sur la carte. Par exemple, le bureau des douanes, tant qu'il est en jeu, votre adversaire doit vous payer une ambre pour jouer un artefact. C'est un effet permanent. Et il y a ceux qui ont un effet action ou omni. Dans le cas de action, c'est comme avec une créature, j'incline la carte et j'applique l'effet.
Pour le gadget de domination, ça me donne le droit d'utiliser une autre créature alliée, même si elle n'est pas de la maison active. Pour l'effet Omni, cela veut dire que cet effet peut être appliqué quelle que soit la maison active pendant le tour. On peut donc l'utiliser à n'importe quel tour. Bon, faut pas s'emballer, en général l'effet Omni provoque un sacrifice de l'artefact en question. Voilà, on a vu comment on pouvait jouer et utiliser nos cartes pendant le tour, il ne reste plus qu'à voir comment les défausser. Pour défausser les cartes, rien de bien compliqué. Dans cet exemple, j'ai choisi la maison Logos. J'ai joué, donc arrivé incliné, la fausse rugissante. J'ai également en main un bidule bizarre qui ne m'intéresse pas, alors je le mets dans la défausse. Oui, tout simplement, il n'y a rien de plus compliqué. Il ne faut simplement pas oublier que je ne peux défausser que les cartes de la maison active, pas les autres. On passe à la quatrième étape du tour de jeu, redresser les cartes. Là encore, rien de bien compliqué, je remets dans le sens de lecture l'ensemble de mes cartes qui sont en jeu. Rien de plus. Enfin, cinquième étape, compléter sa main. Attention, on va aborder quelques notions de mathématiques niveau primaire environ. La règle standard dit, vous devez piocher des cartes jusqu'à en avoir 6 en main. Si à la fin de votre tour vous avez 6 cartes en main ou plus, vous ne piochez pas. Donc ça, c'est la règle standard, mais on va voir que la taille de votre main peut être modifiée, avec par exemple une mère qui dit, lors de votre étape piochez des cartes, refaites votre main avec une carte supplémentaire. Mais il y a aussi le succube, qui dit, lors de son étape piochez des cartes, votre adversaire refait sa main avec une carte de moins. Alors, prenons l'exemple suivant. J'ai 3 mères posées devant moi, et mon adversaire a déployé un succube. Si, ça peut arriver, je l'ai déjà vu. À la fin de mon tour, j'ai 3 cartes en main. Je dois en piocher 3 pour aller à 6, selon la règle standard, plus 3 parce que j'ai 3 mères devant moi, moins 1 à cause du succube, je dois donc piocher 5 cartes, ce qui me fera un total de 8 cartes en main. Pour démarrer le prochain tour, c'est pas mal. Oui, mais c'est pas aussi simple, car il y a un dernier élément dont je dois vous parler, les chaînes. Certaines cartes ont des effets qui donnent des chaînes aux joueurs. Portail vers 10, détruisez chaque créature. Gagnez 3 chaînes. Principe d'effervescence, chaque joueur perd la moitié de son nombre, gagnez une chaîne. Ces chaînes, chaque joueur va les cumuler sur un compteur de chaînes. Plus je vais avoir de chaînes, moins je vais pouvoir piocher de cartes en fin de tour. C'est une manière de brider le joueur. Prenons un exemple où j'aurai actuellement 5 chaînes à mon compteur. Premier cas, j'ai 4 cartes en main. Tout autre effet mis à part, je devrais donc en piocher 2 pour compléter ma main à 6 selon la règle standard. Mais le niveau de chaîne que j'ai actuellement m'indique que je dois piocher une carte de moins. Je ne pioche donc qu'une seule carte et je baisse mon compteur de chaînes de 1 cran, car c'est à cause des chaînes que j'ai pioché moins de cartes. Deuxième cas de figure, à la fin de mon tour, j'ai 6 cartes en main. La règle standard dit que si j'ai 6 cartes en main, je ne peux pas piocher, donc dans ce cas, je ne pioche pas de cartes. Comme ce n'est pas à cause des chaînes que je n'ai pas pioché, mais simplement à cause de ma limite de main, je ne peux pas diminuer mon nombre de chaînes. En conclusion, je ne peux baisser mes chaînes que si ce sont elles qui m'empêchent de piocher une ou plusieurs cartes. D'ailleurs, quel que soit le nombre de cartes en moins que je pioche à cause d'elles, je ne baisse toujours le compteur que d'un seul cran. Revenons à présent sur une notion que j'ai abordée un peu plus tôt, les archives. Le fait de pouvoir archiver des cartes est en général déclenché par un effet de jeu, moisson, jouet, action, etc. Dans l'exemple, je joue la maison Logos, j'ai déjà en jeu l'archiviste de Ganymède, qui a pour effet moisson, piocher une carte. Donc j'incline la carte pour moissonner avec, je récupère l'ambre de la moisson, et j'applique immédiatement l'effet archiver une carte. S'il n'y a pas de précision, c'est forcément une carte de la main. Par ailleurs, on peut archiver une carte de n'importe quelle maison. Il se trouve que dans ma main, j'ai une carte indomptée qui ne me sert pas pour le moment, je vais donc l'archiver pour pouvoir la récupérer le moment opportun. Ensuite, je joue une recherche en labo, qui a un bonus d'ambre que je récupère de la réserve générale. Comme il a l'effet jouer, archiver une carte, j'archive mon banc de brume, une autre carte indomptée qui va rejoindre la première, et ma recherche en labo part dans la défausse. Vous allez pouvoir mettre plusieurs cartes dans vos archives, donc vous pouvez les consulter à tout moment. En revanche, vous ne pouvez récupérer vos archives que pendant la phase 2, choix de la maison active, et si vous le faites, vous devez la récupérer dans son intégralité. Dernier point, et on en aura fini, la capture d'ambre. Certains effets vont demander à une créature de capturer X ambres. Par exemple, Charrette, au moment de la jouer, va capturer 3 ambres à son adversaire. C'est-à-dire qu'on va placer 3 ambres appartenant à l'adversaire sur la carte Charrette.
Sauf indication spéciale, c'est bien sur la créature qui capture que l'ambre est placée. Cette ambre n'est donc disponible pour personne, elle n'est pas volée, elle est juste capturée par une créature, mon adversaire n'en dispose plus pour le moment. Fin de tour, je redresse ma carte. Le seul moyen pour mon adversaire de récupérer cette ambre, c'est de faire en sorte que ma créature quitte la table, soit en la détruisant, ou en la faisant remonter dans ma main, etc. Et là seulement, il peut reprendre son ambre. Voilà, on en a fini avec les règles de base de Keyforge. Il ne vous reste plus qu'à aller acheter quelques decks et vous mettre à table. Alors vous le verrez, il y a beaucoup d'interactions possibles entre les cartes, de synergie, d'enchaînement, et parfois on peut se poser des questions sur l'ordre dans lequel on va résoudre tout cela. Soyez simplement logique et résolvez dans l'ordre qui vous semble le plus cohérent. Si vous avez des doutes, faites-le en bonne intelligence avec votre adversaire, mettez-vous d'accord. Je vous mets dans la description le lien vers les règles qui contiennent un glossaire. Très important le glossaire, car il aborde quelques notions supplémentaires que je n'ai pas abordées ici. Rien de bien méchant, c'est pas des règles à proprement parler, mais c'est des notions à connaître. Allez consulter aussi la foire aux questions. Il y a des cartes qui contiennent des erreurs d'impression et qui font l'objet d'un erratum. Il y a d'autres cartes qui étaient estimées trop puissantes pour la saison 1, qui ont donc fait l'objet d'une modification pour les saisons à venir. Donc allez voir ces erratums, c'est aussi important pour jouer correctement. Pour la suite, je ferai une vidéo qui parlera uniquement des changements de la saison 2, nouvelles cartes, nouveaux effets, et après, la saison 3 qui, à l'heure où je fais cette vidéo, devrait sortir dans quelques semaines et qui annonce 2 nouvelles maisons. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo, amusez-vous bien et passez de chouettes parties.